Saison 1, épisode 5. Simon Boisvert, le vert est de retour. Mm-hmm. Bravo. Pierre-Alexandre Girard, belle petite casquette. D'ailleurs, Simon, les casquettes pour faire un balado, là, dis-moi franchement ton opinion. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a. Moi, je l'enlèverais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça y a pris 2 fois. Il fallait donner le temps. Oui, mais c'est pas... Non, on le craint quand partant. Ouais. Pag, à toi la parole. Je suis découragé. Beaucoup de choses sont présentées par Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Mais peut-être pas le jeu de mots de Mathias, mais je miserais quand même qu'il présenterait ça. Écoutez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec Hudson, avec Zach Bolduc, avec Logan Mayou, avec Oliver Kapanen, juste sans m'étendre, mais lundi prochain, il va y avoir un livre de plus dans la bibliothèque. Je m'en vais le chercher ce soir. Histoire de repêchage. Je suis très excité. Même après 16 livres, d'ouvrir la boîte avec ton livre dedans, c'est spécial. Mm-hmm. Ça doit. Félicitations d'ailleurs. Hey, merci. Simon, comme tu sais, on va jamais... On essaie d'aller ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont commenté le contrat d'Hudson, qui ont fait les comparables, qui ont très bien fait ça. Mm-hmm. On aime aller ailleurs, évidemment, parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur beaucoup de trucs. Mm. Puis, ce matin, je t'ai texté. Tu es très rapide. Je t'ai demandé une masse salariale. Ouais. Comme là, Lane Hudson qui signe ce contrat très raisonnable là. On parle des centres numéro 1 ou 2 au sein d'un club champion. Une masse salariale au sein d'un club champion, c'est-tu important? Là, tu le vois, de la façon dont Kent Hughes gère sa masse, très raisonnable. Est-ce que ça a un impact ou non sur des Coupes Stanley futures? Bon, si on revient dans le passé, est-ce que ça a eu un impact dans les Coupes Stanley passées? Évidemment que oui, parce que la masse salariale, la majorité des équipes sont coincées sous cette masse salariale-là. Et il y a même des équipes qui ont gagné la Coupe qui ont été obligées de, si on peut dire, un petit peu, je dirais pas contourner les règlements, mais on a mis des joueurs sur la liste des blessés à long terme. Ils sont revenus à temps pour les séries. Alors, tout ça était légal, selon la convention collective, mais il y en demeure pas moins que c'était un casse-tête pour les directeurs gérants de pouvoir avoir une grosse masse salariale pour avoir le plus grand nombre de bons joueurs possible. Et là, dans l'avenir, c'est que là, il va se passer quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé depuis 20 ans. C'est que là, la masse salariale va augmenter de façon quasi exponentielle. Oui. Alors que, bon, c'est sûr qu'avant la période COVID, ça montait, mais ça montait, tu sais, 1 million par année, 2 millions de plus, 3 millions de plus. Tu sais, c'était vite dépensé, comme on dit. Oui. Une prolongation de contrat en joueur, un agent libre, boum, la masse salariale était défoncée. Là, on parle de monter à 100, ensuite à 113, on parle de 120. Là, on dirait que ça va être des bons de plusieurs millions de dollars par année. Oui. Et là, il y a beaucoup de contrats qui sont déjà cadenassés à long terme. Bien, ça peut avantager justement les équipes dépensières. Bien, regarde, ça va avantager, moi, je crois, ceux qui ont déjà cadenassé leurs jeunes joueurs à long terme, en majorité. Comme le Canadien. Comme le Canadien. Là, il n'y a aucun joueur... Ça pourrait désavantager, éventuellement, exemple, les Sharks. Parce que personne n'est signé, ou à peu près. Parce que là, il n'y a pas de contrat à 10 millions. Ça, c'est très, très rare. Depuis l'échange de Carey Price, il y a le noyau du Canadien, là, à part Demidov, puis les autres ne sont pas arrivés. Non, les Hage et compagnie, on ne le sait pas. Ils sont tous signés, puis il n'y a personne à 10 millions dans une ère où Kaprizov vient de signer pour 17 millions, là. Bien, c'est ça. Regarde, si je regarde la masse salariale du Canadien en ce moment, on voit que le premier trio gagne à peu près la même chose, là, entre 7,6 et 7,8 millions chacun. Et à tout le moins, vois-tu, ce sont des joueurs qui sont signés au minimum jusqu'en 2030. Suzuki 2030, Caulfield 2031, Slavkovski 2033. Donc, c'est 5 années là, où tu n'as pas à te préoccuper de ce trio-là. Tu sais qu'il va gagner à peu près 23 millions. Oui. Bien là, la masse qui monte. Ça veut dire que pendant ce temps-là, tu n'as pas à te dire « Ah, il faut renouveler Suzuki. Ah, il faut renouveler Caulfield. » Non, c'est fait à un prix qui, à un moment donné,
si tu regardes la masse salariale avec le pourcentage que ça va représenter, ça va être minuscule, le contrat de Suzuki. 7,8, mettons, sur 113. Ouais. Tu regardes ton gardien numéro 1, Montembeault, à 3,4, 3,8. Oui, qui est signé pour moins longtemps, mais qui est signé juste pour 2 ans encore, mais quand même. Mais ce que je suis curieux de savoir, c'est les autres équipes, là. Les gagnants dans la dernière décennie. Là. Les Panthers, le Lightning. Y a-tu un modèle comme à Toronto, on le sait, parce que c'est proche de chez nous. Tu sais, tu avais les gars à 11 millions, tu avais 4 attaquants à 10 millions et plus. Là. Mais regarde, ce qui est arrivé, c'est que je pense que chaque équipe ou groupe d'équipes qui ont gagné des dernières années avait un modèle différent. Exemple, Tampa Vegas, je viens d'en parler. Eux autres, ils ont mis des joueurs sur la liste des blessés à long terme et ils sont arrivés en série et ont été. Et alors, la masse salariale en série était plus élevée que le plafond. Ouais. Et c'est pour ça que dans la prochaine convention collective, on a décidé de remédier à ça. Fait qu'ils n'auraient peut-être pas gagné. Ben, tu sais. Avec les règlements qui vont s'en venir. Oui, là. parce que là, Kucherov, je me rappelle, qui était revenu à Tampa juste à temps, ben, tu n'enlèves pas Kucherov de l'alignement. Mais si tu enlèves son salaire en équivalent de joueur, ben là, peut-être que tu te prives d'un défenseur de deuxième paire à 5 millions. C'est sûr. Puis là, tu es obligé de faire monter un défenseur de troisième paire. Et là, ton 7e défenseur devient ton 6e défenseur. Puis des fois, on sait qu'en série, quand c'est serré, c'est ça qui peut faire la différence. Bon. Les Panthers de la Floride, eux autres, je pense que... Eux autres aussi l'ont fait. Oui. Avec Ekblad, il n'aurait jamais pu avoir Seth Jones. Ils l'ont fait également. Mettons que eux, peut-être, ça a peut-être été bien géré parce qu'il y a des contrats qui ont été quand même avantageux. Sam Bennett ne coûtait pas si cher que ça pour ce qu'il rapportait. Mais eux autres aussi, ils l'ont fait. Alors, si on remonte avant ça, moi, je remonte à l'Avalanche du Colorado. Mais l'Avalanche du Colorado, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose il y a 2 choses qui les ont beaucoup aidés. La première, Cale Makar était encore à son premier contrat quand ils ont gagné la Coupe. Et Nathan MacKinnon était encore dans un fameux contrat qui lui payait 6 millions par année pour 7 ans. Un coup de chance. Alors que le gars produisait des 120 points à 6 millions par année. Et on a vu qu'après ça, quand l'extension de MacKinnon est arrivée, bien là, ça a créé le fait qu'ils ont été obligés de se débarrasser de Rantanen. Pas nécessairement un mauvais échange parce que Necas joue très bien, mais il en demeure pas moins que ça a fait en sorte que l'Avalanche ont été obligés de laisser aller beaucoup de joueurs et il ne reste pas tellement de joueurs que ça de la conquête de la Coupe Stanley il y a 3 ans. Je pense qu'il reste 7-8 joueurs seulement. Fait que, dans le fond, on ne peut pas avoir tant de comparables parce que la donne change. C'est ça, à chaque gagnant. Bon, les Blues de Saint-Louis, on le sait que c'était un peu une aberration, là, cette Coupe Stanley-là. Après ça, comme on dit, il y a eu Lightning, il y a eu l'Avalanche, il y a eu Vegas, il y a eu Floride. Bon, là, on remonte un peu en arrière, les Pingouins. Qu'est-ce qui a aidé les Pingouins 2016-2017? Bien, Sidney Crosby à 8 millions, .7. Tu sais? Est-ce que c'est parce que vous diriez que les Canadiens, il n'y a pas encore de joueurs qui sont rendus au calibre de se faire payer l'argent qu'ils vont mériter à l'apogée? Tu as tout à fait raison. Surtout qu'on les paye justement avant qu'ils atteignent leur apogée. C'est ça. Ouais. Et corrige-moi si je me trompe, maintenant que les règlements changent, puis même peu importe qu'ils aient changé ou non, est-ce qu'on sous-estime parfois la gestion d'un plafond salarial dans l'ascension d'une équipe en reconstruction? Bien, je ne sais pas si on sous-estime, mais c'est joliment important. C'est quasiment aussi important que le repêchage puis les autres parce qu'il ne faut trucs, pas que tu fasses de niaiseries. Oui. Tu sais, tu regardes les équipes en reconstruction comme Chicago, San Jose, Anaheim, bien, à date, ils n'ont pas trop fait de niaiseries parce qu'ils accordent des contrats à court terme à des vétérans le temps qu'ils sont dans la cave. Mais à un moment donné, quand ces clubs-là vont remonter et que ça va être le temps de dépenser, soit pour re-signer leurs propres joueurs ou soit pour aller en chercher d'autres, là, ça va être quoi ça va être quoi la folie? Ouais. Fait que c'est ça. Alors que le Canadien, ben là, il n'y a pas trop de casse-tête, là, à part Demidov qui s'en vient. Mais Demidov, tu vois, c'est déjà sa 2e année de contrat. Parce que l'année passée, il a brûlé 1 année. Fait que je pense pas que le 2e contrat va être de 12-13 millions, là, à moins qu'il explose. Il va voir les autres signer, il y a du fun ici, puis il va se dire, garde, je ne demanderai pas. Ben, c'est comme on va voir comment ça va produire aussi. C'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'il n'est pas tout seul. Pardon? C'est ça qui est le fun, c'est que, là, tu sais, mettons, quand Price a été signé à son contrat exorbitant, c'était le joueur le plus dominant du sport, mais il n'y a pas de joueur non plus qui est aussi fort que Price était au moment de sa signature. Les problèmes vont arriver dans 5 ans. Là. Puis là, ils auront le temps de s'en parler. Oui. Puis là, un problème, mettons, dans 5 ans, c'est que Nick Suzuki va avoir 31-32. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec un joueur de 31-32 ans?
Lui donnes-tu 7 ans à 13-14 millions? Ben, comme ils sont en train de faire de ce temps-là, là, c'est ça le dilemme. Là. Ouais. Tu veux les garder, tu te dis, il reste... mais tu sais qu'il y a 4 années de trop. Là, Oui, parce que les joueurs atteignent 31. Alors, McDavid, lui, ce qui va arriver, tu sais, on dit, il a re-signé parce qu'il veut gagner à Edmonton. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais le calcul que lui et son agent ont fait également, c'est qu'à 31 ans, il va encore avoir un gros contrat de 7 ans qui va lui être accordé. Et là, peut-être qu'il va faire sauter la banque. Mais tu sais, les DG aussi, souvent, là, quand ils gagnent, là, tu regardes, Stan Bowman l'a fait. Oui. Bill Zito, que j'adore, lui, il a gagné 2 Coupes Stanley de suite, 3 finales de suite. Il donne des contrats quand même insensés à Marchand et compagnie qui ont quel âge? Lui, il se dit, garde, essaie d'en gagner 3, peut-être 4. Ouais. Je vais être parti dans 4-5 ans. On dirait qu'il y a tout le temps un moment où le DG génial, il reste trop longtemps. Puis on peut pas les... Marc Bergevin, en fin de règne, je sais que ça n'a pas été le succès des Panthers, évidemment. Tu t'attaches à tes joueurs. Ouais. Tu restes peut-être trop longtemps. Son contrat de Suzuki était très bien. Les présidents des grandes entreprises, là, ils les gardent jamais 15 ans. Là. Ça se renouvelle, ça change. Faut que ça se renouvelle. Puis Glenn Sater, l'ancien directeur général d'Edmonton, disait tout le temps, il dit à chaque année, il dit faut qu'il y ait un roulement de personnel d'environ 20 %. Oui. C'est pas fou. C'est pas beaucoup, 20 mais c'est juste pour dire que tu mets du sang neuf. Parlant des Panthers, 3e bloc, on analyse justement les contrats des Panthers avec une particularité que je n'ai jamais vue dans l'histoire du plafond salarial. Ah, bon. On garde la surprise pour tout à l'heure. Simon, évidemment, comme tu sais que tu attaches énormément d'importance au match préparatoire, tu as eu un camp d'entraînement quand même où tu t'es fait chauffer les oreilles. Oui. Parce que Logan Mailloux était encensé de toutes parts à Saint-Louis par le coach, par les joueurs. Et Zach Bolduc avait des matchs préparatoires quand même assez tranquilles. À ce qu'on m'a dit, oui. Là, évidemment, ces 3 matchs, on ne saute pas aux conclusions. Par contre, ce qu'on voit après 2-3 matchs, autant à Saint-Louis qu'à Montréal, c'est d'abord dans le cas de Bolduc, ce que tu vois depuis des années, puis dans le cas de Mailloux, ce qu'on voit depuis des années. Bien, c'est ça. À date, Logan Mailloux, 2 matchs. 8 minutes le dernier match. Ouais, puis avec raison. Écoute, le premier match, ça a été vraiment une performance épouvantable. Ouais. Le deuxième match, il a été plus, si on peut dire, discret, mais à un moment donné... 8 minutes, là. Oui, non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait des erreurs à un moment donné en deuxième période. Ouais. Et la minute que le score a été 2-2 en troisième période, on ne l'a plus revu. Oui. Puis souvent, dans des cas comme ceux-là, ça commence avec, on le vante au camp, premier match, un 13 minutes, deuxième match, un 8. Là, quand ça commence à descendre, là... Ouais. Puis là, on n'est pas dans le KHL, là. Ouais. Parce que Zarovski, parenthèse, a baissé à 11 minutes. Ouais. Il n'a pas joué la troisième période, mais faites-vous-en pas, Ouais. il joue pas mal. Mais c'est juste la mystérieuse KHL. quand le coach ne peut pas te faire confiance, tu sais, ça ne me surprendrait pas qu'il soit rayé de la formation dans les prochains matchs. Et pour un moment donné, peut-être, s'il y a pas de blessure, concrétiser ma prédiction qu'il se retrouverait à Springfield dans la Ligue américaine d'ici Noël. Ce qui ne serait pas surprenant non plus. Non. Parce que 2021, là, ça c'est la QV 2021, Bolduc, 17e choix au total. Oui. Mailloux, 31e. 2021, là, les gars ont déjà commencé à s'établir dans la Ligue nationale l'an dernier. Là. Oui. Même les défenseurs? Ben, pas mal. Tu ta liste de 2021, là, ils sont pas mal tous là. Je suis en train de sortir ça, Mathias. Parce que, tu sais, mettons qu'on joue à l'avocat. Power... Luke Hughes, Simon Edvinson, qui est en train de s'établir, Brent Clark, qui joue régulier à Los Angeles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais personne qui domine dans ce que tu nommes. Non, mais ils sont établis solides, là. Oui. Je fais juste jouer à l'avocat de la couronne, tu sais. Mettons, donnons-nous un petit peu plus de chance. 4 ans après un repêchage, sans te dominer, tu es supposé d'être implanté. OK, une tangente positive. Un gars comme Bolduc, il a commencé à s'implanter l'an dernier. Puis la question que je me pose... Regarde 2 gars qui ont été choisis juste après Bolduc. Ouais. OK, juste après. Owen Zellweger et Riker Evans à Seattle, qu'on va voir d'ailleurs au Centre Bell cette semaine, qui est un pas pire défenseur, choisi 3-4 ans après Mailloux. Ils sont dans la Ligue nationale. Ouais. Bolduc, la question, parce que je te fais tout le temps travailler, hein, je suis pas fin, ou je suis fin, je sais pas. Je disais, Raphaël Harvey-Pinard, à un moment donné, est arrivé, il a été rappelé il y a quelques années. Ouais. Il s'est retrouvé sur le premier trio avec Suzuki, 15 buts en genre 34 matchs. Et là, on avait quand même des doutes de se dire, est-ce que c'est un gars de 2 premiers trios? Ça va-tu continuer? Bolduc, là, il est sur une bonne séquence depuis l'an dernier avec les Blues. Écoute, séquence irrésistible. Je pense que depuis la mi-février l'an dernier, il est sur un rythme de 46 buts par année. Là.
en tranché Ouais. que tu n'aimes pas les trentaines de matchs d'échantillons. Ah, j'aime pas le T-Rec de 3 non plus, là. Mais qu'est-ce qui fait que, dans le cas de Bolduc, je pense que tu es prêt à mettre ta main dans le feu que ça va être un bon joueur offensif dans la Ligue nationale? Ben, ça fait longtemps que je le dis. Je l'avais dit l'année passée. Pour moi, c'est un top 6. Qu'est-ce qui fait qu'un Ouais. un gars est un feu de paille, Ouais. puis l'autre n'en est pas un? Bon, premièrement, il faut que tu regardes le pourcentage de réussite. L'année de Raphaël Harvey-Pinard, où il y avait eu 14 ou 15 buts, Ouais. le pourcentage de réussite par rapport but lancé au but avait pas de sens, que même Ovechkin n'a pas ça. Ouais. Alors, premièrement. La deuxième chose Est-ce qu'on que le tu dois- sait, là, c'est quoi son pourcentage ou pas? Pas sous la main. Ben peux là, vérifier. 3 buts en 3 matchs, il doit pas avoir tant de Mais lancer que je ça, vais aller là, vérifier. Pag va bon, regarder, peu ouais. importe. Mais tu peux regarder son pourcentage l'année passée. Ouais, Il y a l'an eu- dernier, il y a eu ça, 19 buts. Il y a eu Ouais, 19 plus buts. révélateur l'an Regarde, dernier. Bolduc, c'est sûr qu'il n'y a pas le même pedigree qu'un gars comme Harvey Pinard. Alors, on n'est pas ici pour faire des comparaisons entre les deux en tapant sur un pour glorifier Non, l'autre. non, Ça, non, c'est pas sûr. pour taper. Surtout Ben, que non. Harvey Pinard est un choix de 7e tour. C'est là. ça, c'est ça. Alors, puis qu'il joue encore au hockey professionnel. Oui. Mais l'affaire, c'est que Bolduc, lui, dès le midget, on voyait que c'était un joueur élite. Il est arrivé dans le junior. Il a eu d'excellentes saisons. 50 buts, 55 Deux buts. saisons de 50 buts Ouais. à 18 et 19 ans, mais quand même. Et après ça, il est arrivé dans la Ligue américaine. Il a commencé peut-être lentement, je dirais, Ouais. à Springfield. Mais plus l'année avançait, plus il s'améliorait. Puis ça, je trouve que c'est très important pour un joueur, la progression, quand il arrive dans une nouvelle ligue. Et là, il faut que tu regardes aussi la façon dont les buts sont marqués. Tu sais, est-ce que le gars, il a un lancer? Est-ce que le gars, il est capable de foncer au filet ou de rester dans l'enclave ou de prendre des retours de lancer? Tu sais, je sais que c'est difficile à évaluer à l'œil, mais on dirait que des fois, des feux de paille, tu dis ça n'a pas de bon sens. Tout est rentré pour lui. Ouais. Tout rentre. Ça n'a aucun sens. Je me rappelle, nos auditeurs, peut-être dans la trentaine, se souviendront de Jonathan Chichou, qui avait eu 56 buts à San Jose. Ouais. Et quelques années plus tard, il était dans les mineurs. Puis à ce moment-là, moi, je me souviens, je regardais beaucoup les Sharks. Ils jouaient avec Joe Thornton, ce qui l'aidait beaucoup. Puis je regardais, puis je me disais, ben voyons donc, 56 buts. Ouais. Il a toujours le filet ouvert. Il est toujours à la bonne place. Ça peut pas se passer 2 ans de suite. Tandis qu'un gars comme Bolduc, lui, il a un lancer précis. À un moment donné, il peut prendre un retour. À un moment donné, il fausse au filet. Il ramasse un garbage goal. Tu sais, il marque de toutes les façons et il l'a prouvé dans le passé. Quand tu as 2 saisons de 50 buts dans le junior, c'est plus aussi facile qu'avant de faire des saisons de 50 buts dans le junior. Donc, pour moi, c'est durable. Et ce que j'aime, écoute, il y a du chien. Mhm. Puis, moi, là, pour les plus vieux, les plus jeunes ne l'ont pas connu, là, toute proportion gardée, là, il y a un petit côté Claude Lemieux. Tu sais, il est costaud, il est baveux, il est tough. Puis, dans la composition de cette équipe-là, là, d'avoir un gars solide, là, Ouais. puis méchant un peu à la limite, Oui. puis baveux, c'est parfait. Puis discipliné aussi. L'as-tu trouvé, Pag? Ben, j'ai son nombre de tirs tentés. Donc, Mais non, tu dois avoir le Le pourcentage de l'année passée. shooting percentage. Ouais. enfin, le nombre de tirs tentés qui atteignent le filet, que je trouve quand même important parce que je n'ai pas encore trouvé Ouais. son taux de conversion, mais qui atteignent le filet, c'est 66,7 %, ce qui est très fort. Puis l'année Ok. passée, c'était... Mais regarde sur NHL.com, tu vas l'avoir, là, S pourcentage. Ok. Tu vas tout de suite avoir son Parfait. Ben, taux de... Ce qui atteint le filet, en tout cas, l'année passée, il y a 245 lancés qui ont atteint le filet, Ouais. puis Ah, il y en 19 a... buts sur 245 Ah, lancés. Donc, fais on donc parle d'à le- peu près 11-12 C'est bon en parfait. maths, toi, hein? C'est parfait. Ben, c'est même, oui, c'est ça. je dis. Non, mais je veux dire, c'est durable, Ouais, ça. ouais, ouais. Si le gars, il a 22 ça n'a pas Ouais. de bon sens. Comme T'sais. le taux de succès de celui dont on va parler. Puis ça, c'était génial, Pag. On est allé à la poire et le fromage avec Louis Morissette et Max Albot devant public, faire une émission spéciale le soir du match d'ouverture du Canadien. D'ailleurs, on a aimé ça. On trouvait qu'il y a une bonne chimie. On va essayer de le recréer régulièrement devant public. Mais là, même moi, j'ai dû me mettre mon poing sur la table parce qu'on parlait trop de Kapanen. Et Simon, évidemment, les baguettes en l'air. Kapanen. On s'assoit, le match commence. Qui compte le premier but de la saison? Oliver Et Kapanen. Kapanen. Écoute, là, Et là, je les me gens, faisais chahuter. et dans la Ah oui. salle, les gens, Kapanen. Bon, Ça a été une semaine quand même, je dirais pas éprouvante, mais tu en as entendu parler. Oui. j'ai le pourcentage Ouais. de lancers réussis. Ouais. Cette saison, ça n'a pas de bon sens. C'est 30 qui sont... OK, ouais, c'est trop but, élevé. 3 sur Ouais. 10, Ben, ouais. 3 buts en 3 matchs, Ouais. on comprend. Puis l'an dernier, c'est 15,8. Ah, c'est bon, ça, 15. Ah, ok. ouais. Mais C'est c'est les bons marqueurs ont 15 Ah ouais, à peu près. C'est bon. Ouais.
Chasser le naturel, il revient au galop quand même. Ça a été une semaine, comme je te dis, blablabla. Simon Kapanen. Et moi, j'ai sorti les statistiques avancées des trios. Là, le dernier match, puis c'est pas pour taper sur le gars, il y a des chances il y a toujours des chances de se reprendre. Dernier match, il a joué 10 minutes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de supériorité numérique. Mhm. Mais même Evans et Anderson ont eu 14 minutes, puis je n'ai pas en supériorité numérique. Le trio, j'ai regardé les tirs tentés et les tirs de chacun des trios du Canadien. Oui. On regarde la production de Demidov aussi. Le pire trio du Canadien, malheureusement, c'est celui de Kapanen. Tir tenté pour et contre. On a, après 3 matchs, c'est là qu'on voit que le trio de Suzuki, Caulfield et Slavkovski, à 5 contre 5, domine outrageusement l'adversaire. Mhm. C'est 42 tirs tentés, donc vers le filet bloqué ou contre 20. Fait que 67% favorable. Les tirs directs au filet, c'est 19 contre 8. Deuxième rang, le Canadien cherchait un centre numéro 2. Ben, Dak avec Bolduc et Gallagher, ça fonctionne pour l'instant. Oui. 24 tirs tentés, 21 contre, c'est pour 53%. Okay. C'est un échantillon. Et les tirs directement au filet, c'est 20 contre 14. Okay. Evans vient 3e rang. Trio d'Evans avec Anderson et Laine. 14 tirs tentés, 20 contre toi. Okay. 41%. Donc, tu sais, c'est que ces stats-là te donnent une idée de tu passes-tu plus de temps dans ta zone ou dans la zone adverse, là, finalement. Une petite colle, Pag. Et Simon, savez-vous combien de tirs au filet ont obtenu le trio de Jake Evans à 5 contre 5 en 3 matchs? À 5 contre 5? Moi, je donne ma langue au serpent. Ah. Aucun. OK, je t'aurais dit 1, moi. Aucun. Contre 6. Et c'est là que tu vois que... Puis là, Kapanen est une recrue. Tu le mets au centre. Tu as Newhook, qui n'est pas un gars qui est très organisé collectivement. Là. Non. Tu sais, il amène une vitesse, mais... Oui. C'est le fun de l'avoir sur un 3e trio, mais avec 2 autres types de joueurs. Demidov est mal servi, là, même s'il n'est pas parfait. Très mal. Ben, les tirs tentés, ils en ont 14 tentés. Puis contre eux, c'est 29. Okay. Pour 32%. C'est terrible. Et les tirs au filet de ce trio-là en 3 matchs à 5 contre 5, c'est 6 contre 21. Voilà. Fait que c'est un désastre. On va le dire, malgré une bonne fiche du Canadien, ce trio-là est désastreux en ce moment. Bon. Et Kapanen, c'est quoi? Il y a 2 buts, c'est 50% de... Oui. Et un but en désavantage numérique. Mais on peut dire qu'il joue bien en désavantage numérique. Il joue... C'est là où il joue bien. Je pense que sa niche, c'est probablement là. Puis tu sais, en zone neutre, moi, j'ai regardé les matchs aussi. C'est pas un gars qui... Ben, dans les coins, il va pas gagner ses bagarres. Non. En zone neutre, c'est pas efficace. Non. Puis il génère pas beaucoup, il nourrit pas nécessairement ses coéquipiers. C'est quelques flashs ici et là. Pas pour un top 6, puis pas pour un top 9, puis encore moins pour un top 6. Pour que le Canadien vraiment ait du succès durable, il faut soit qu'il change, parce que là, en ce moment, c'est le Kapanen qu'on voyait l'an dernier, ou qu'il y ait une solution. Parce que là, c'est le fun, au moins, avec Dak, pour l'instant, ça marche. Tu sais, sans être spectaculaire, puis vraiment... Tu sais, il est solide. Simon, il est quand même solide, le Dak. Là. Oui. Hein? On n'a rien à dire. Ah oui, on n'a rien à dire. Ouais. On n'a rien à dire sur son jeu. La question est de savoir si ça va prendre un genre de remaniement de trio éventuellement pour que le Canadien espère faire les séries. Oui. Parce que là, c'est comme le 3e trio avec Kapanen, c'est comme un fourre-tout. Oui. On va l'essayer, tu sais. Puis ça marche pas. Tu parles de faire les séries, Simon. Ben, il y a nos amis chez Mise au jeu plus qui nous proposent le pari suivant. Donc, est-ce que le Canadien va faire les séries cette saison? Pour le oui, une cote de 1,85 et pour le non, à 1,95. Donc, c'est très serré. Donc, selon eux, il y a plus de chances que le Canadien fasse les séries. Oui, par un petit peu. Ouais. Un genre de 53% à 47, quelque chose comme ça. Regarde, j'ai pensé à ça pas mal au mois de septembre, ou même au mois d'août, après que les acquisitions ont été faites. Puis moi, j'ai dit que c'était l'année la plus difficile pour prédire si le Canadien préférait les séries ou pas. L'année passée, moi, j'avais prédit non, ça a été oui, mais ma prédiction, je la considérais facile à faire.
si tu comprends ce que je veux dire. Tu peux te tromper, mais des fois, tu dis « Ah, j'ai pas de problème à dire oui ou non. » Là, j'avais de la misère à dire oui ou non. Regarde, Mathias, tu nous as donné des statistiques. C'est sûr qu'il va avoir besoin d'un remaniement de trio à un moment donné parce que ça ne peut pas durer comme ça. Là, oui, ils ont gagné 2 parties sur 3. Ils avaient quand même bien joué aussi dans la défaite à Toronto. Mais est-ce que tu peux jouer comme ça toute l'année? Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de centre. C'est ça. Parce que Beck est un gars défensif dans la Ligue américaine. Evans n'est pas un gars qui va faire marcher ses trios. Tu as besoin d'un troisième trio qui contribue davantage. Et tu n'as pas de solution à l'interne. Tu n'en auras pas. Cependant, il faut regarder... C'est pas New York non plus. Joe Veleno, il ferait quand même un meilleur trio. C'est un gars de soutien. C'est un gars de soutien, oui. Mais entouré de ils vont l'essayer à un moment donné. Ils vont l'essayer bientôt. Parce que juste pour rajouter, puis là, j'ai l'impression qu'on pile dessus, là, mais ce trio-là au complet sont 30% moins bons en termes de qualité de statistiques avancées que le reste de l'équipe. Oui, c'est ça. C'est comparé au reste du groupe, Kapanen est moins 31%, relativement moins bon. Mais Veleno, regardons son total de points. Son total de points par saison en carrière, c'est quoi son sommet? OK. Tu vas voir que, tu sais, il y en a eu des chances, là. Ah, il y a eu beaucoup de chance. Mais je veux dire, entouré, mettons, de Newhook puis d'Amidov, qui vont le feeder un peu plus. Oui, mais regarde, là, Kapanen là. Entouré de Newhook et d'Amidov. C'est ça. Non, mais regarde, moi, ce que je pense pour l'affaire des séries, je regarde, moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'Est. OK, il y a 8 clubs sur 16 qui vont le faire. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de clubs que le Canadien peut battre assez facilement, qui sont inférieurs aux Canadiens. Regarde, sous toute réserve, et je te dis bien sous toute réserve, là, je crois que le Canadien va faire les séries. Bon. Ouais, mais vraiment, là... Puis il s'agit de voir, Boston, vas-tu continuer? Tu sais, 3 victoires. Ouais, c'est ça, mais regarde, je regarde ce qu'il y a dans l'Est, là, puis je dois dire, tu sais, Buffalo, puis les Islanders, puis Philadelphie. Regarde, puis le Canadien, c'est des victoires qui vont accumuler, ça, quand ils vont jouer contre ces clubs-là. Donc, mon verdict, si on peut dire, je pense qu'ils vont faire les séries. Bon, je pense moi aussi. Toi aussi, tu avais écrit ça dans la presse d'ailleurs. Ouais. Le sommet des points en carrière pour Joe Veleno, c'est 28 points en 23-24. Puis il y a combien de saisons en carrière, là? 1, 3, 4, 5, 6, si tu comptes pas cette saison. Il y a quel âge? Il y a quel âge? 25. Il est né en 2000. Il y a 25 ans. Voilà. Tu sais, à un moment donné, là. À un moment donné, c'est ça. Surtout les attaquants, là. 6 ans, 28 points, ton sommet en carrière. Il ne fera pas 60 points une année. Avec des clubs qui t'ont donné tes chances, un choix de première ronde, à un moment donné, on ne parle pas d'un obscur gardien de but là, qui sort de la Russie. Ouais. Là. Ouais. Good. On est rendu dans le bloc du serpent en liberté, mais avant de te laisser en liberté, tu vas être encore plus en liberté, Pag. Savais-tu que, et chers amis, je commence les enregistrements de Mathias Brunet Rencontre. Avec sous, évidemment, la bannière Chaos Sport. Et ça va être à peu près 2 entrevues de 30-40 minutes par semaine. Et ça va être des entrevues plus... ça ne sera pas du hard news. C'est comme on est dans un salon, je fais découvrir des gens. Et j'invite des gens qui sont proches de moi. Simon, je veux te faire découvrir. Je veux que les gens sachent qui est ce Snake? Qui est cette bébite? Comment tu as grandi? L'influence de ton père? Alors, Simon va être parmi mes premiers invités. Je vais avoir Vincent D'Anfous aussi, qui était un peu le Nick Suzuki du Canadien à l'époque où je couvrais l'équipe. Bonne comparaison. Stéphane Quintal, Mauro Biello. Nos fils ont joué ensemble pendant des années. Il y a eu l'ère Drogba. J'étais là, je le vivais avec lui quand on allait au match de nos enfants. Patrice Bernier... Patrice n'est pas encore au courant, mais il va venir. Pierre Gervais, un peu tout ça. Fait que ça commence. On enregistre cette semaine, puis je voulais retenir le serpent pour donner le temps. Je vais être là. Yes! Bon, beaucoup de stock cette semaine dans le serpent en liberté. Fait qu'on va passer quand même les sujets assez rapidement. Mais tu es en liberté. Oui, mais on ne peut pas passer 1 heure non plus. Et j'ai également un sous-segment que je démarre cette semaine. Hey. J'en parle à la fin. Ah oui. Alors, premièrement, on parle des Sharks. Ah, évidemment. Tu sais, les Sharks, c'est difficile. Ils ont eu 2 défaites en prolongation, mais ils accordent beaucoup de buts. Et puis, le coach a été interviewé après le match, et puis on lui a demandé, tu sais, pourquoi les Orlov, Leddy, Klingberg
ont été signés, ils jouent autant, alors qu'un gars comme Sam Dickinson ne joue pas. Luca Cagnoni, un défenseur offensif, est dans les mineurs. Mukamadouline a été mis dans les estrades samedi. Wow. Et lui, il répond, il dit, leur expérience, il dit, nous aide beaucoup dans des moments cruciaux et lorsque le momentum change. OK. Quel OK. momentum? Oui, c'est ça. C'est ça mon point. C'est David... C'est Ryan Warsofsky. Ah oui, Warsofsky, Oui. c'est un nouveau, là, un jeune, ouais. L'affaire avec les Sharks, là, c'est pas compliqué. Ils sont trop jeunes et trop vieux en même temps. Et il n'y a rien entre les deux. Ben, comme Chicago. Oui. C'est Mais ça, je te dirais Chicago. que San Jose a plus de bons jeunes joueurs que Chicago. Oui. Bon. Alors, à un moment donné, ça, c'est des recettes pour finir dernier. Et là, il y en a qui vont dire, oui, tu as besoin de vétérans pour encadrer tes jeunes. Oui, c'est vrai que tu en as besoin, mais pas nécessairement des gars de 35 ans sur leur dernier 1000. Ouais. Mais avant d'avoir tes gars de 27-28 ans, faut que les célébrités et compagnie aient eux-mêmes 24, 25, 26, Ouais. 27, 28. Donc, c'est très, très long. C'est pour ça qu'on parle toujours de reconstruction de 7 à 10 ans. Parce que si tu le fais méthodiquement, puis que tu ne dis pas, on va aller signer Mitch Marner pour avoir notre gars de 28 ans, ça va être long. Ouais. Puis entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais jouer les jeunes ou tu fais jouer tes plus vieux? Moi, je me dirais, fais-les jouer Dickinson, fais-les jouer Mukamadouline. Même Puis s'ils ne le méritent pas. C'est pas une question de le mériter ou pas. Non, mais s'ils sont C'est- pas assez bons. Oui, mais est-ce que Klingberg puis Leddy le méritent? Ben, T'sais, ils sont pas très bons, les Ouais. autres non plus. Là. Ouais. C'est ça le problème. Parlant des Sharks, interview absolument fascinante avec le propriétaire Asso Platner. Asso Platner, c'est un homme de 81 ans qui est cofondateur de la compagnie SAP informatique. N'importe qui travaille dans un bureau a probablement déjà utilisé un système SAP. Et ça fait longtemps qu'il est propriétaire. Et lui, il n'avait pas donné d'entrevue depuis 10 ans. Et il est un grand partisan de l'équipe. Il assiste à beaucoup de matchs, mais il ne se mêle pas du quotidien. Et là, il y a 2 points de son entrevue très candide qui m'est ressorti. C'est qu'on a longtemps cru que c'était lui qui empêchait les Sharks de reconstruire dans le temps du DG Doug Wilson. Ouais. Et lui, il a dit, j'avais parlé de ça à Doug, et Doug m'a dit non, on a encore une chance de gagner avec ce noyau-là. Et là, Doug Wilson s'est reviré de bord, il a signé Hertel, Mayer, Burns, il est allé chercher Eric Carlson, Ouais. et là, Platner s'est dit, aïe, aïe, aïe. Mais il le laissait faire. Ça va me coûter cher, ça? OK, il faisait confiance à Doug, Ouais. qui avait quand même été un bon directeur gérant. Et à un moment donné, on a vu que quand il a embauché Mike Greer, il dit, j'ai pas été difficile à convaincre qu'il fallait reconstruire. Mais Mukamadouline, là, justement, là, tu le Oui. disais, là. D'ailleurs, Guillaume Lefrançois, à chaque fois qu'il me fait un... J'ai-tu le droit de dire que les mots de part, quand tu fais un transfert, là, au lieu de me dire juste de me donner un mot simple, là, il m'envoie tout le temps Shakir, puis là, il faut que j'aille vérifier l'orthographe. Il est vraiment, c'est un petit coquin, il est fatigant. Fait que c'est pour ça que Shakir, je le connais bien. Mais Dans surtout les à estrades, ça, c'est une pièce importante dans l'échange de Timo Meier, là. Oui, Mukamadouline et un premier choix qui est devenu Quentin Musty, qui a commencé l'année avec le Barracuda de San Jose, un but, une passe samedi. Ouais. Mais On en reparlera à un moment donné. lui, on parlait de Maillot qui devait s'établir, là. Mukamadouline, c'est quoi, 2020? Oui, mais moi, je l'ai vu en personne 3 matchs l'année passée, puis moi, j'ai trouvé bien. Oui, mais là, il faut qu'il joue, là. Faut qu'il joue, c'est ça. Ben, il faut qu'il prouve qu'il a sa place. Et un commentaire de Platner, moi, que j'ai bien Ah. aimé, parce qu'encore là, c'est candide. Doug Wilson avait embauché son fils comme recruteur-chef. Oui. Et Wilson a dit, c'est une erreur pour moi d'avoir laissé faire ça, parce que le gars, il en avait par-dessus la tête. Il n'était pas assez compétent pour faire ce job-là. Il a dit Et ça je sais. après avoir perdu son emploi? Ah ouais, après que Wilson a été parti, il a dit que Platner a dit que jamais. Il a trouvé finalement que le fils de Wilson était un incompétent OK. comme recruteur-chef. Et il dit j'aurais jamais dû laisser Doug embaucher son fils. Bon. Est-ce que ça vous étonne qu'il décide de reconstruire à 81 ans? Parce qu'il ne verrait probablement pas... Tu sais, on touche du bois pour lui. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il voulait commencer il y a 5 ans. Ouais. Mais lui, de la façon qu'il parle, c'est un gars qui est encore très en forme. Il vient juste de prendre sa retraite comme président du conseil d'administration de SAP. Et lui, il a l'air de dire, il est bien content, il va au match, il est heureux. Puis, est-ce que tu peux arriver et dire, là, je vais peut-être mourir à 88, puis c'est mieux de se faire tout de suite? Tu peux pas penser comme ça. 81 is the new 40. Oui. Anaheim, trio intéressant. Parlant de jeunes, Seneca, McTavish, Gauthier.
2 pouces en l'air pour le nouveau coach d'Anaheim, Joel Kenville. C'est un trio, c'est de la dynamite, ces 3 gars ensemble. Beckett Seneca, 2 buts. Gauthier, qui est en train vraiment là, de progresser comme en deuxième moitié de saison l'année passée. Comme tu sais comment j'aimais ce joueur-là au repêchage 2022. Alors, je dois donner là, vraiment, comme on dit, c'est juste 2 matchs, mais j'espère que ce trio-là va rester. Et là, ça démontre que Seneca, probablement, à moins vraiment de piquer du nez dans les prochaines semaines, devrait passer sa saison de 19 ans dans l'NLH. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Seneca, ça a quand même été un choix surprise devant Demidov, là, oui, troisième au total. En 2024. C'est ça. Puis ça a été une progression vraiment de dernière minute. De dernière minute. Ouais. Personne à Noël pensait que Beckett Seneca serait choisi même en première ronde. Ouais. Parlant de jeunes dans la Ligue dans la Ligue américaine, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. Okay. Toujours intéressant à suivre. Les Hurricanes de la Caroline ont envoyé Ivan Ryabkin dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il va rester là ou on va l'envoyer à Charlottetown parce que ses droits appartiennent à Charlottetown dans la Q? On verra. Ryabkin, gros problème d'éthique de travail. C'est pour ça qu'il est sorti plus loin parce que côté talent, c'est un gars qui était top 10. Rappelle-moi donc quel tour? Ryabkin, c'est-tu 2e ou 3e? On va regarder. OK, mais continue, puis Pac va regarder. Non, mais regarde, je le lis tout de suite ici, là. Ryabkin, 2e tour, 62e au total. Hey, le même rang que les Knudsen. Bon, tu vois, les 62 Oui, le 62. Et Kaliver Kapanen, je pense que oui. 62 64. 64 Kapanen. Non. OK, je pense. Pas sûr. Bon. Radim Mertka, envoyé par Buffalo dans la Ligue américaine à 18 ans. Encore là, est-ce qu'il va rester? Je ne le sais pas. De parler des Sabres. Autres, là, ils vont trouver un moyen de le scraper. Les Sabres, qui ont également Kostelenius, 19 ans, il était là l'an dernier. Ouais. C'est bien. Moi, je suis correct. Il y a une chose que les Sabres font bien, là, c'est que les Européens les amènent vite ici. Ben, c'est à peu près tout ce qu'ils font de bien. Oui. Parce que 3 défaites en 3 matchs, encore une fois. Peterka échangé. Ça sent Gavin McKenna ou quelque chose de même. Non, mais là, à un moment donné, là, tu ne veux pas que McKenna aille là. Il y a également Ilya Protas, que Washington a envoyé, et Emile Hemming. Alors, ça fait 5. Protas, le frère de l'autre. Oui, le frère de l'autre, d'Alexis. Et évidemment, le 6e qui est sur la liste des blessés, qui a 19 ans, roulement de tambour, Trevor Conley, qui va jouer à Henderson dans la Ligue américaine à son retour de blessure. Oui, j'accroche le micro. Il est ému, là. Il a les yeux embués. Oui, mais il va te jouer un jour? Oui, on parlait de quelques semaines. Alors, je pense que probablement d'ici la fin octobre, début novembre, on va le voir. Et on espère qu'il va arrêter d'être blessé. Dit-il d'un ton qui se voudrait rassurant. Oui. Là, il y a encore beaucoup de joueurs de 18-19 ans dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il y en a 13, quelque chose comme ça. On n'en parlera pas tout de suite. On va attendre de voir les 9 matchs et voir qui va être retourné dans les équipes juniors pour trier ça. Parce qu'évidemment, que la première fin de semaine, il ne faut pas trop réagir d'un bord ou de l'autre si les gars sont bons ou pas bons. J'ai parlé tout à l'heure de Zarovski. Oui. Parce que lui, dès qu'il parle de Connolly, après, il n'y a plus rien qui... J'ai parlé tout à l'heure de Zarovski. Ces 2 derniers matchs, 13 minutes et 11 minutes. Moi, je ne trouve pas qu'il a mal joué. C'est juste qu'en Russie, c'est comme ça. Max Talbot en a parlé. Pardon? Max Talbot en a parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Oui. Il disait à quel point la culture des vétérans est forte en Russie. C'est pour ça qu'ils ne font pas jouer les recrues, selon ce qu'il lui disait. Et ce qui m'a surpris, c'est quand il a dit que c'est ce qui se rapprochait le plus de la Ligue nationale, même avant la Ligue américaine. Je suis souvent inspiré par les auditeurs, par les commentaires qu'ils font. Et il y a un auditeur, lui, qui dit que c'est bien mieux repêcher les joueurs à 21, 22, 23 ans comme dans la NFL. Bon, OK. Mais si vous regardez les repêchages de la NFL et que vous les comparez à ceux de la Ligue nationale de hockey, curieusement, le taux d'erreur est beaucoup plus élevé dans la NFL, particulièrement les carrières. Ah oui, hein? Ouais. Alors ça, je ne suis pas prêt à dire, parce que dans le fond, tu sais, on évalue peut-être des joueurs plus vieux, mais on les évalue quand même juste dans les rangs collégiaux. Et le football collégial et la NFL, ça demeure que ce n'est pas la même game. C'est pas le même jeu. Et puis, essayez de deviner. Moi, je vais dire, j'adore le football. Je connais bien le football, mais jamais je voudrais être recruteur au football. Parce qu'essayer de transposer les qualités d'un joueur de football collégial dans la Ligue nationale,
c'est de la vraie sorcellerie. Alors que dans le hockey, surtout le hockey junior canadien, tu peux voir des choses, tu te dis, OK, ça va marcher dans la LNH, ça ne marchera pas. Alors, on peut dire quand même que la Ligue nationale de hockey, souvent, bon, on va se payer la tête des recruteurs, mais depuis un certain nombre d'années, si tu remarques, il n'y a pas grand joueur en dehors des 2 premières rondes qui font leur marque. Ouais, c'est Donc, sûr. ça veut dire qu'on vise quand même juste Ouais. à un âge où c'est extrêmement difficile. À 17 ans, le gars, il n'est même pas formé encore physiquement, ni mentalement non plus. Pour terminer le segment, encore là, un auditeur m'a inspiré peut-être pour un sous-segment qu'on va faire de temps en temps dans le segment des Liberté. sous-segments. Oui, quelques minutes. La personne en question nous dit... Tu veux pas la nommer? non, je me souviens pas. Mais c'est pas grave, elle va se De reconnaître. toute façon, quand elle c'est en nous écoute. liberté, tu n'as pas besoin de t'en Ouais. rappeler. Hein. C'est ça. L'auditeur aimerait avoir un flashback sur des anciens espoirs du passé et qu'est-ce qu'on en pensait et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais ça peut être des joueurs qui ne jouent plus aujourd'hui. J'en ai plein dans l'histoire de repêchage en passant. Voilà. Oui. Alors moi, j'ai décidé cette semaine de commencer ça. Puis dites-nous dans la section des commentaires si vous aimez ça, parce que je sais qu'on a une histoire très jeune. Ouais. Mais l'histoire, ça peut t'aider à comprendre le présent parce que ça se répète. Puis il y a des anecdotes amusantes souvent qui te font dire aujourd'hui, aïe aïe, ça se passait comme ça dans le temps. OK. Alors mon premier joueur que j'ai choisi, c'est un joueur qui a un lien avec la ville de Montréal, la province de Québec, Pat Lafontaine. Pat Lafontaine, petite histoire, c'est un joueur qui est arrivé à 17 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en provenance des États-Unis. À l'époque, il y avait très peu de joueurs américains qui venaient. En fait, il y avait très peu de joueurs américains qui faisaient leur marque dans la Ligue nationale. Contrairement à aujourd'hui, tu aurais fait une équipe, tu faisais des équipes des États-Unis dans les tournois majeurs à l'époque, internationaux, et c'était pas de calibre comme aujourd'hui. Ils n'amenaient pas le Canada en prolongation. Pag était même pas né. D'ailleurs, je pense qu'au moins 60% de nos auditeurs étaient pas nés. Ben, 1982. Alors, il faut avoir au c'est moins une ça. cinquantaine d'années pour se souvenir de Lafontaine. Mais Lafontaine, ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est qu'il est arrivé à Verdun et il a obtenu une saison de 234 points, dont 104 buts. Pas pire, ça. Son protecteur, et je dis bien son protecteur sur le trio, parce que Pat Lafontaine n'était pas un joueur très grand ni costaud, c'était Gérard Galland, qui est aujourd'hui entraîneur, oui. c'est ça. Et il y avait des matchs épiques à l'époque parce qu'il jouait souvent contre les voisins de Laval et Mario Lemieux. Et à l'époque, il y avait beaucoup de matchs de 11 à 7, 6 à 8, 8 à 6. Le jeu n'était pas structuré dans le junior comme il est aujourd'hui. Alors, tu peux t'attendre à n'importe quoi. L'équipement des gardiens de but n'était pas très adéquat. Et les gardiens de but n'étaient pas... C'était pas une position où on formait les gardiens de but. Il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but. C'était à peu près... Celui qui voulait aller dans les buts, il allait. Bon, puis il restait debout tout le match. Et en plus de ça. Alors, ce qui est arrivé à Pat Lafontaine, c'est que on en parlait comme du premier choix de 1983 sans L'ombre d'un doute. comme on parle de Gavin McKenna cette année. Mais surprise, il est choisi 3e. Qu'est-ce qu'on a vu pour prendre 2 gars avant lui? Le premier, Brian Lawton, qui est un des grands flops de l'histoire du hockey pour les premiers choix, qui était un joueur de high school américain. Les high school américains, c'était un calibre peut-être 5 fois plus faible que la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors, on ne comprend pas. Et deuxième, en arrière de lui, Sylvain Turgeon, qui est un excellent joueur junior, qui a eu quelques bonnes saisons dans la Ligue nationale. Et là, moi, on se demande pourquoi il a été choisi 3e. Et moi, qu'est-ce que j'en pensais? Bien, premièrement, j'allais au match avec mes amis le vendredi, puis je disais souvent, Pat Lafontaine, oui, il a fait 100 buts, mais c'est des buts de junior. C'est quoi un but de junior? Bien, c'est un but que tu vois, tu dis, jamais dans la Ligue nationale, ça va rentrer. Alors, j'avais dit, moi, Lafontaine, ça va être un bon joueur, peut-être un gars de 30-35 buts. Je ne voyais pas un joueur, un champion compteur. Alors, je disais, moi, ça va être un bon joueur de 30-35 buts. Et repêché 3e, il a été chanceux parce qu'il est tombé avec les Islanders de New York qui venaient de gagner 4 coupes. Alors, beaucoup ont dit, les Islanders vont poursuivre la dynastie. Ouais. Bon, tout le monde sait que les Islanders n'ont jamais regagné la coupe depuis ce temps-là. Et à part en 84, en finale, ils n'ont jamais passé proche. Donc, la conclusion là-dessus, c'est que Lafontaine, en bout de ligne, moi, je le voyais comme un gars de 30-35 buts. La Ligue nationale avait des doutes peut-être quant à son physique, du fait qu'il n'est pas sorti premier. Et il y en a d'autres, des amateurs, qui se disaient, il va compter 800-900 buts en carrière. Ouais. C'est une machine à marquer des buts. C'est un homme qui avait beaucoup de charisme. C'est un joueur qui avait beaucoup de charisme. C'est un favori de la foule ici. La réalité, ça a été quoi?
Oui, avant qu'il subisse ses commotions en fin de carrière. Oui, la réalité, c'est qu'il a terminé avec 468 buts. Hey, quand même. Hein. Oui, malheureusement, à 33 ans, il a été obligé de prendre sa retraite à cause des nombreuses commotions qu'il y a eu. Il y en a eu, ça n'a pas de sens. Il y a eu 7 saisons de suite de 40 buts, dont 2 de 50 entre-temps. Ouais. Alors, la conclusion, non, il n'est peut-être pas devenu un Wayne Gretzky ou un Lemieux, mais il a été meilleur que le 30-35 buts que je voyais. Ouais. Mais la Ligue nationale avait quand même un peu raison de craindre à cette époque-là où le jeu était très, très rude pour son physique, puisque il y a quand même eu des commotions. Imagine aujourd'hui. Cole Caulfield, dans le temps, là, c'est ça. Il n'aurait même pas atteint la Ligue nationale. Non. Alors, c'est ça l'histoire de La Fontaine. Alors, on va revenir sur d'autres joueurs comme ça dans l'avenir. Mais. Parce que c'est fou, les préjugés. Là, il les regardait même. Caulfield, il l'aurait. Même s'il avait continué à compter dans la Ligue américaine, là, il ne l'aurait même pas regardé. C'était ça dans le temps. D'ailleurs, on va revenir sur un joueur du Québec. Ah. Et je pense que tu devines de qui je veux parler, à peu près de cette époque-là. On va en parler. Pat Lafontaine, toi, pour ceux qui se le demandent, était répertorié à 5 pieds 10, 180. OK. Le joueur du Québec, c'est-tu un gars qui a joué 3-4 matchs dans la Ligue nationale? Non, hein? Je ne suis pas sûr s'il a joué des matchs dans la Ligue nationale. Ah. Mais... Est-ce que son prénom, c'est Patrice? Ben, mettons que si on regarde le livre des records de la LHJMQ, il est très, très proéminent. Bon, c'est lui. Il a joué 3 matchs à Washington. Il a joué 3 matchs à Washington. J'ai eu le bonheur de jouer quelques étés avec lui. On va en parler la semaine prochaine. On vient de se faire raconter la fable de La Fontaine, finalement. C'est super. Non, c'est bien. Il y a du poétique là-dedans aussi. Là. Oui. Ah, Pag, c'est un homme culturé, comme on dit. C'est pas une simple casquette en pense. Il y a de la poésie et de la culture là-dedans. Juste avant qu'on commence le troisième bloc, Pag, t'as bien fait de rapporter la conversation que Simon a eue avec Max Talbot en coulisses là, après l'émission sur la KHL, puis le fait que Max trouvait que ça se rapprochait le plus de la Ligue nationale, même avant la Ligue américaine. Puis on va en parler dans les prochains épisodes, parce que ça t'a quand même frappé, ça, ce que Max te disait. Oui, parce que moi tu sais que j'ai toujours dit AHL avant KHL. Je pense que je comprends ce que Max veut dire. Parce qu'il a joué là. Parce qu'il a joué là, puis ça, je respecte ça. Cependant, je pense que, juste en résumé, là, je pense que c'est pas le calibre de jeu qui me dérange dans la KHL, c'est la gestion des jeunes joueurs. Mais on va y revenir, parce que c'est vraiment un point intéressant que Max a développé avec nous. Tu veux, évidemment, là, on recommence ce qu'on a fait l'an dernier? Ben oui, on passe une équipe après l'autre et on y va selon en ordre de performance l'an dernier. Alors, on part du champion de la Coupe Stanley jusqu'au fameux Sharks de San Jose. Et ce que tu me disais ce matin au téléphone, parce qu'il y en a qui vont se dire, hey, vous venez de le faire l'année passée, là, toutes les équipes, là. En quoi ça va être vraiment différent d'une année à l'autre? Là? Oh là là, ça change. T'as des petites surprises, oui? Ah, premièrement, les alignements changent. Deuxièmement, il y a des blessés, il y a des signatures de contrats. Et, il y a des espoirs échangés, j'imagine. Il y a des espoirs échangés. Et là, sur Floride, on va focusser sur les contrats, la feuille de contrat qui m'a complètement renversé quand je l'ai vu. Comme on sait, c'est la 21e saison que le plafond salarial existe. Oui. Et on est tous habitués à aller voir, à l'époque, les Cap Geek, les Cap Friendly, et là, maintenant, c'est Puckpedia. Puckpedia, qui est très bon. Qui est très bon, qui nous donne, il y en a d'autres aussi, qui nous donnent les contrats. Et après chaque joueur, on voit toujours, est-ce qu'à la fin du contrat, ils deviennent des joueurs autonomes avec compensation ou sans compensation? Et la majorité des équipes ont des joueurs qui ne sont pas rendus à l'âge de l'autonomie. Donc, ça va être des contrats qui expirent et ils vont être agents libres avec compensation. Là, quand on regarde ça lundi, les Panthers ont ajouté des joueurs là, à leur alignement. Il y a peut-être eu une coupe de rappel. Mais quand je l'ai regardé en début de saison, les joueurs sur l'alignement des Panthers, là, à l'expiration de leur contrat, ils étaient tous sans exception, agents libres, sans compensation. Et là-dedans, regarde bien ça, Mathias, là, c'est absolument hallucinant. C'est rouge, 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 là. C'est rouge, rouge, rouge. C'est absolument hallucinant. Ils ont 7 attaquants et 4 défenseurs qui sont signés au moins jusqu'en 2030. Donc, 11 joueurs sur 20, 11 joueurs réguliers sur 20, et non les moindres, sont cadenassés pour les 5 prochaines années. Plus âgés, là. Oui. Et on parle ici de 3 défenseurs de 29 ans, Ekblad, Forsling, Mikola, un défenseur de 31 ans, Seth Jones,
Et des attaquants, 24 ans Lundell, 27 ans Tkachuk, Reinhardt et Bennett, 29, Carter Verhaeghe, 30, Barkov, 30, et voilà. Est-ce qu'on se dit maintenant que les athlètes sont encore productifs à 35 ans et plus? Mais tu sais, à part Crosby, y en a-tu tant que ça? Il y a eu Joe Pavelski, mais en général... Il y a Marchand, oui, il y a un déclin. Oui, Brad Marchand, que j'ai oublié de nommer. Qui vient de signer pour 7 ans? Oui, il a signé pour 7 ans. Ça, c'est quand même... À 37 ans. Oui, ça, là, c'est un peu curieux. Parce qu'avant, tu pouvais te servir de cette stratégie-là pour étaler le montant que tu payes aux joueurs. Et après ça, si le joueur prenait sa retraite, il prenait sa retraite. Ou tu pouvais le mettre sur la liste des blessés à long terme. Mais là, tu ne peux plus faire ça à 35 ans et plus. C'est ça. C'est parce que le contrat a été signé après 35 ans. Donc, peu importe ce qui se passe, Marchand va coûter 5,25 millions aux Panthers jusqu'en 2031. Est-ce qu'il va jouer jusqu'en 2031? Il a 37 ans. L'imagines-tu jouer jusqu'à 43 ans? Enfin. Ils vont l'envoyer dans la Ligue américaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais de toute façon, il reste sur la masse. Il reste sur la masse. C'est ça. Peu importe ce qui arrive. Parce que le contrat était signé après l'âge de 33 ans. Fait que là, les Panthers, moi, j'essaie de regarder leur horizon. C'est sûr que cette année, si Barkov n'avait pas été blessé pour toute la saison, Tkachuk est blessé, mais il revient après les fêtes, je t'aurais dit les Panthers ont une très bonne chance de gagner une 3e coupe de suite. Les Panthers ont très bien commencé la saison. Est-ce qu'ils vont gagner une 3e coupe de suite? Tu sais, sans Barkov, même si tout le reste de l'équipe est là, j'en doute, mais on ne peut pas parier contre eux. Hey, juste, attends, là, excuse-moi, là. J'en manque un bout. Liste des blessés à long terme, tu peux pas les mettre sur la liste des blessés à long terme quand ils ont signé après 35 ans? Oui, tu peux, sauf qu'à ce moment-là... Tu peux quasiment inventer une blessure, là. Oui, comme ça, on l'a déjà fait, mais encore là, c'est que la liste des blessés à long terme, on a vu que c'était pas si avantageux que ça, parce qu'il fallait que tu dépasses la masse salariale, et après ça, tu entres... Alors, ça ne donne pas mais vraiment... ça t'aide quand même un peu. Non, mais c'est pour ça que le Canadien a changé Carey Price. Oui, mais il a signé son contrat avant 35 ans. Oui. Mais regarde, ils vont pouvoir le faire avec Marchand. C'est juste que tu veux éviter ça, la liste des blessés à long terme. Okay. Tu veux l'éviter. Fait que du côté des espoirs des Panthers, je regarde ça. Il y a... honnêtement, Mathias, il n'y a rien. Ils ont échangé beaucoup de choix. Es-tu sur Puckpedia, là? Oui, il y a absolument là, ils n'ont pas de choix de premier tour avant 2028. Là, en ce moment, leur choix de premier tour, je l'ai devant moi ici. Ils n'ont pas de choix de premier tour en 2028. Cependant, en 2026, ils ont 2 choix de deuxième. Mais ce n'est pas avec des choix de deuxième. C'est ça. Et là, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu de choix. Regarde, ils ont gagné 2 Coupes cette année. On n'est toujours bien pas pour critiquer ça. Ils vont peut-être en gagner une autre. Correct. Ouais. Sauf que quand tu regardes l'horizon, les joueurs sont signés à très, très, très long terme, ce qui, d'après moi, pourrait nuire à une possible reconstruction, à moins qu'on décide, lorsque ces joueurs-là, par exemple, un Reinhardt ou un Bennett, qu'on peut dire, mettons, à l'âge de 31-32 ans, on pourrait peut-être les échanger, puis on pourrait peut-être obtenir quelque chose. Sauf que il y a des clauses de non-mouvement là-dedans. Ils doivent tous en avoir une, là. Faudrait analyser ça, mais il doit y avoir beaucoup de clauses de non-mouvement. D'ailleurs, Hudson, je n'ai pas vérifié, là. Oui. On le sait-tu, c'est une clause de non-mouvement, Hudson? Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que c'est pertinent qu'il n'ait une ou non? C'est ce qu'ils se disent tout le temps, puis à un moment donné... Ouais. Simon, je suis surpris que tu ne parles pas de Maki Samoskevich. Oui. Un parmi, puis c'est peut-être pas non plus... Oui. C'est peut-être le meilleur jeune joueur, mais c'est pas moi. C'est pas lui non. Fait que ça revient à ce qu'on disait au début de l'émission. C'est que tu as des gestionnaires comme ça, à un moment donné, quand ils ont l'ivresse de la victoire, puis ils l'ont eu, puis ils vont rester avec cette réputation-là pour le reste de leur vie, ils ont gagné. Mais en tout cas, la gestion de l'avenir, tu sais, est-ce que tu peux essayer de prendre des décisions difficiles pour maintenir au moins 5-10 ans? C'est qu'ils ont eu la prolongation de contrat facile. Ouais. Tu sais, quand tu dis là, que tu as des gars comme Carter Verhaeghe jusqu'en 2033 à 7 millions, c'est long, 8 ans. Avec Blad. Mais peut-être qu'ils regardent ce que Julien Brisebois a fait avec Stamkos, par exemple. Ou, justement, il l'a pas fait. Excuse-moi, mais ce que je voulais dire, c'est... qu'il l'a laissé aller. Oui, c'est ça, mais ils sont allés chercher l'allié l'an dernier en échangeant...
Mais son nom m'échappe. c'est justement... Ah oui, Sergachev. Mais il a pris des décisions difficiles, Brisebois, justement, pour essayer de garder son noyau plus jeune. Oui, il a essayé. Sinon, à ce compte-là, il aurait signé Stamkos comme eux, ils ont fait avec Marchand. C'est que dans le fond, idéalement, les Panthers, ils auraient donné un contrat de 2-3 ans à tout le monde. Mais ça ne marche pas comme ça. Ouais. Le joueur va aller chercher plus ailleurs. Mais ça va être très, très intéressant de suivre la progression des Panthers parce que c'est le cas classique du cadenassage de joueurs à un âge où, d'après moi, c'est dangereux de le faire. Alors que le Canadien cadenasse ses joueurs à un plus jeune âge. Oui, mais tu sais, habituellement, il y a deux périodes où tu vas cadenasser tes joueurs. Quand ils ont 21-22 ans et ensuite quand ils ont à peu près entre 29 et 31. Mais entre 29 et 31, c'est là que tu as la décision difficile à prendre. Ouais. Les Panthers viennent de gagner 2 coupes. Ouais. Tu ne peux pas changer tout le monde. Ça n'a aucun sens. L'ailier dont je parlais, c'est Genzel. Oui, c'est ça. Ouais. Mais justement, ils sont allés chercher un gars un peu plus jeune que Stamkos. C'est ça. Exactement. Mais ça, c'est une bonne stratégie. Il y avait 27 ou 28, là. Au moment de l'échange. Ouais. C'est ça. Fait que là, en tout cas, ça va être... je pense que la chute des Panthers n'est pas pour demain. C'est encore une très grande équipe. Grande? Oui. Écoute, avec sans Barkov pour l'année, là? Ah! Regarde, ça demeure quand même... Regarde, l'affaire, c'est que quand il manque un joueur à une très grande équipe, ça peut marcher un bout de temps. Ils vont marcher un peu sur... C'est ça qu'on va voir. C'est ça. Wow. Ils vont marcher un petit peu sur les cendres de tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, est-ce que, rendu au mois de mars, l'absence de Barkov, est-ce qu'au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mai, l'absence de Barkov va se faire sentir? Il est fort probable. Là, Tkachuk va revenir, ça va leur redonner un boost quand Tkachuk va revenir. Mais rendu au mois de mars, avril, mai, est-ce que ça va être suffisant? C'est un groupe fatigué aussi. Il y en a peut-être d'autres qui vont tomber au combat, là. C'est pas de leur faute. C'est laquelle la dernière fois qu'un club a gagné 3 Coupes Stanley de suite? Ben, c'est pas les Islanders. Oui. Quand ils en ont gagné 4. Il y a 40 quelques années. Entre 1980 et 1983. C'est la dernière fois qu'une équipe a gagné 3 Coupes Stanley. T'en rappelles, toi? Hein? Non, je t'ai pas. C'était à l'époque, justement, du repêchage de Pat Lafontaine. Ouais. Fait que ça en est passé des choses depuis le repêchage de Pat Lafontaine, mais une équipe qui a gagné 3 Coupes Stanley de suite, ça n'est pas arrivé. Bon, à suivre. Good. Bon, eh bien, dernier bloc, les questions qui vont être posées une fois de plus de main de maître par notre PAG casquetté. Mais puis permettez-moi de vous rappeler les façons pour poser les questions à nos boys. D'abord dans les questions YouTube, dans les commentaires. Ensuite, sur le KO Sport avec un S.TV, il y a 3 endroits dans la section communauté, sous le balado Mathias et le Serpent, dans les commentaires de l'épisode régulier et surtout dans les commentaires de l'extra où on passe un beau 40 minutes à répondre à toutes vos questions. Fait que ça vaut la peine. Venez nous écrire à ces endroits-là. On est là pour vous. J'en profite pour vous remercier aussi. Là, écoute, à chaque semaine, c'est 40, 50 000 et plus auditeurs. Ça se maintient. Fait qu'on est super contents. Puis d'ailleurs, soyez gentils dans vos commentaires parfois sur certaines plateformes de médias sociaux. Là, c'est moi là, qui fais un... Je fais un exercice. Je m'en vais hors circuit là, pour dire ça. Mais c'est moi qui fais les extraits. Puis souvent, c'est des extraits qui sont pris hors contexte. Fait que prenez le temps de réfléchir à ça quand vous commentez ou restez respectueux parce que les gars font ça pour vous, gratuitement. Fait que, tu trouves que c'est pas tout le temps gentil? Ben, on a sauté aux conclusions dans certains commentaires sur la plateforme X cette semaine. Puis non, sur X, oui. Mais je trouve que notre gang est quand même civilisé et éduqué. Exact. Non? Peut-être que je fais du favoritisme envers vous, là, mais je vous trouve bien. Là. Quand c'est sur nos plateformes ou sur YouTube, c'est bien. Exact, tout à fait. Puis tu fais bien de le souligner. Mais moi, je fais juste dire que, Colin, on a le privilège d'avoir des opinions qui sont pas comme partout, pas comme tout le monde. Il faut aussi apprendre à les respecter. Bon. Même si ça ne nous dérange pas, mais... Moi, ça mais tu sais, moi, ça m'a dérangé pour vous. OK. Bon, inquiète-toi pas pour nous. Ça, non, merci, Pag. Ça fait longtemps, on est capable d'en prendre. Vous avez, sans dire la couenne dure, les écailles dures. Les écailles sont bien souples par rapport à ça. Ça coule comme sur le dos d'un serpent. On commence avec François Gendron. Mathias, jamais une équipe de la LNH a gagné une coupe avec un aussi petit défenseur que Lane Hudson. Pourquoi alors ne pas l'utiliser comme un appât dans un échange? Ah oui? À toi de répondre, Mathias, parce que la question t'est
adressée seulement à toi. Parfait. Il mesure quoi, 5 et 10 maintenant? C'est à toi à répondre à la question. Non, mais Lane Hudson mesure 5 et 10. Je vais aller voir, je pense que c'est 5 et 11. Mon Dieu. Il est rendu à 32 ans puis il grandit encore d'1 pouce par année. Non, mais il est au moins 5 et 10. 1m78. Torrey Krug mesurait combien à Boston? 5 et 10? 5 et 9, 5 et 10, oui. Rafalski au New Jersey Je pense, mesurait combien? Non, mais là, c'est pas vrai que... François Gendron, là... Il a raison qu'il faut une grosse défense. François Gendron, il te dit... Il parle du physique de Lane Hudson. Je pense qu'il parle uniquement de sa grandeur. Oui, mais tu vas pas me dire que Krug était un haltérophile, là. C'est pas vrai. En tout respect, François, c'est pas vrai que c'est jamais arrivé, là. Le site officiel des Canadiens de Montréal le place à 5 pieds 9, mais ça doit être des vieilles statistiques, genre, je peux pas croire. En tout cas. Fait que c'est sûr que c'est pas idéal, mais ça peut arriver aussi. Fait que, puis garde, s'il était 5 et 9, puis que Krug est à 5 et 10, et Rafalski à 5 et 10, quoi que je pense qu'il est à 5 et 9, mais ça sera une première, parce qu'il y a toujours des premières dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Non, j'ai rien dit. Je t'ai laissé te débrouiller. C'est sûr que toi, tu vas le haïr à vie, là, non, Hudson, il n'est pas question. Il t'a tellement mal fait paraître. Non, là. parce que l'affaire du gadget, Mathias, là, je prends juste une petite pause d'une question pour répondre. Oh! L'affaire du gadget, là, il y en a qui ont pris ça comme péjoratif, un vulgaire gadget player. Non, un gadget player, je l'avais défini, c'était un terme de football qui définissait un joueur qu'on utilisait dans certaines situations et qui avait des caractéristiques qu'on ne retrouvait pas chez personne d'autre dans une ligue, dans le but de faire au football des jeux surprises. Ouais. C'est là que tu t'es trompé aussi, parce que tu ne l'utilises pas juste... Toi, tu voyais un gars que tu utilisais 3 minutes à 5 contre 5 en supériorité numérique, c'est ce qui n'est pas arrivé. Tu as le droit à l'erreur. Oui, tu as raison. Mais gadget n'est pas péjoratif. C'est comme Jean-François... Oui, mais gadget, c'est pas péjoratif. Ouais. Jean-François Sauvé, à l'époque, pour les plus vieux, écoute, on remonte à quasiment 55 ans et plus, avec les Nordiques, est un attaquant qu'ils utilisaient à la pointe en supériorité numérique et presque pas dans le match. Oui, mais ça, c'est un gadget player. Non, c'est un joueur unidimensionnel. Bon. C'est que Lane Hudson, il fait des choses que personne d'autre ne fait. Oui. Comme le carrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Taysom Hill, faire des choses que personne ne fait, il va capter des passes. Y a-t-il beaucoup de receveurs de passes qui vont capter, de carrières qui vont capter des passes? Non. Alors, Lane Hudson, ses petites danses à la ligne bleue et tout, ses feintes, il n'y a personne d'autre avec sa taille et tout. C'est un gars qui n'avait jamais été... Il n'y avait aucun point de référence. Puis je te l'ai dit, ça fait 51 ans que je regarde la Donc, dans le dictionnaire reptilien, il faut que tu retires gadget utilisé dans certaines conditions particulières. On le raye, celui-là, du vocabulaire. Bien, mettons que ça fait partie de la définition, puis j'imagine que utiliser dans certaines conditions ne s'applique pas à Hudson. Donc, soit on enlève la phrase, ou bien Hudson n'est pas un gadget player. C'est un ou l'autre. Tu as le choix. On enlève la phrase. Parfait. Bon. Krug mesure 5 pieds 9. Bon. Prochaine question de Rocky Balboa Movie. On imagine c'est pas votre nom. C'est quoi? C'est Rocky, c'est le prénom, puis c'est un nom composé? Puis l'histoire du poste, c'est 1, 2, 3 ou 4. Il s'avère que le Slav actuel n'évoluera pas davantage. Donc un joueur physique de top 6 de 50 points, bon an, mal an. Seriez-vous satisfait de sa carrière? C'est une supposition que Rocky fait. Oui, mais là, attends. Il ne dit pas que c'est ça qui va arriver. Il fait une supposition advenant que ça arrive. Mais le gars... Parce que là, je suis sûr... Là, je suis prêt, là. Là, t'es craqué. Un peu comme toi avec Trevor Connolly, ton joueur de Ligue américaine. Blessé dans la Ligue américaine. Slav fait 50 points et plus à 19 et 20 ans. Là. C'est pas son plafond, un. Et deux... Puis je sais, là, il commence à avoir des critiques à Slav. Ouais, un but en 3 matchs. Je vais juste... Puis je t'en parlais, tu étais d'accord avec moi ce matin. Une séquence, le but gagnant. Il arrive en début de présence, il est hors l'aile à gauche, sort la rondelle de son territoire alors qu'il fait dos au jeu. Ensuite, orchestre, peut-être une trentaine de secondes plus tard, orchestre la sortie de zone à sa ligne bleue en donnant la rondelle à Suzuki, qui transporte la rondelle en territoire adverse. Goulet tire de la pointe. Slavkovski est devant le but. On se demandait s'il avait fait dévier, dérange le gardien. Slav n'a pas de point. Mais tu regardes ça, Slav n'aurait pas fait ça ces premières années. Son intensité en échec avant, je trouve qu'il complète ces gars-là, puis le trio va bien. Là. Tu sais, honnêtement, là,
Mathias? Non. Mais il y a une Es-tu d'accord progression. avec Il y a quand moi même que une je viens? progression. Mais Mathias, es-tu politicien ou tu as besoin de te faire nettoyer les oreilles avec des Q-tips? C'est pas ça la question que Ben, tu as j'ai posée. dit un plafond de 50 non. points. Je relise. Relis. S'il s'avère que le SLAF actuel n'évoluera pas davantage, donc un joueur physique top 6 de 50 points bon an, mal an, seriez-vous satisfait de sa carrière? Oui, mais c'est Parce que Il dans- répond pas. c'est Oui ou tendancieux. Mais non? non, mais c'est tendancieux. Puis parce que le gars, il a 2 saisons de 50 points à 19-20 ans, ça va être son plat. C'est impossible. C'est Non, mais- impossible. Ça Pourquoi- ne sera pas un gars de 80. Pag, est-ce qu'il répond à la question? Non, mais ce que Voilà. je veux dire, ce que je me permets de dire, c'est aussi de définir une carrière par un nombre de points. C'est comme s'il dit, si Slavkovski prenait sa retraite à 24 ans, est-ce que ça serait décevant? Oui, ça serait décevant. Mais là, il présume, OK. il présume OK. Non, que son plafond est à 50 il points. présume rien. Il fait une supposition pour l'avenir. S'il devient un joueur physique top 6 Ouais. de 50 points bon an, mal an, Décevant. seriez-vous satisfait? Moi, Non. la réponse est non. Non, moi non C'est quoi plus. ta réponse? Non. Ouais. OK, après ça, là, tu aurais pu faire ton petit boniment. OK, pour ben, j'ai une expliquer que c'est question. pas le cas, S'il se trouvait- blablabla, mais bon. S'il se trouvait que Slavkovski, bon an, mal an, fasse 75 buts par saison, seriez-vous satisfait? Oui. Ben, c'est la même affaire. C'est une supposition Ben, tendancieuse. c'est une Puis, supposition qui a plus- j'adore, c'est correct, là, la question est bien continuée. Là. Rocky. Ouais, Rocky. Rocky Balboa. Rocky, oui. donne ton nom, Je s'il te veux, plaît. Là. non, Regarde, je veux d'autres questions de Ouais, ta part mais- adressées à Mathias, s'il Mais vous plaît. avec ton nom, parce que ça, c'est trop facile. Tu sais, les réseaux sociaux, on le dit, là, regarde, il n'y a pas de danger à mettre ou change de compte. Mets ton nom. Mais où qu'on signe sache à ton qui on OK, s'adresse. OK, on va prendre mettons, un joueur que tu aimes moins ou un directeur Ouais, vas-y. gérant que tu aimes moins. Ouais. Puis quelqu'un dirait, si le directeur gérant X continue de gérer son équipe de la façon actuelle, seriez-vous satisfait? Non, c'est pas pareil. Puis là, tu ne le défendrais pas, tu dirais non. Non. Puis il réussira pas parce que c'est un Non. incompétent. Là, parce que C'est un petit peu de venin là, sur le bord Oui. de la commissure, Oui. des commissures de lèvres. Oui. C'est parce que le gars, il a 50 points à 19 et 20 ans. Tu peux pas commencer à mettre un plafond sur un gars qui a 50 points à 21 Il ans. fait une supposition. Alors, toi, tu aurais dû répondre. Voici comment moi j'aurais répondu à ta place, en prenant tes arguments. Ouais. Seriez-vous satisfait de sa carrière? Non. OK. Cependant, M. Rocky Balboa, je ne crois pas que ça se produise. Bon. Et là, je l'explique. Non, toi, tout de suite, défensif, là, comme Si d'habitude. Trevor Connolly... En bon fan, là, défensif. Non, non, là. arrête avec tes fans. Ben Tu non, sais mais- que je suis objectif. Garde Kapanen, là, il y en a bien des fans qui le défendent. Je le défends pas, puis Logan Mayou non plus. Si Trevor Connolly passe sa carrière dans la Ligue américaine, Oui. serais-tu déçu? Écoute, je m'en vais vivre je m'en vais vivre dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande, me cacher. Bon, ben, s'il fait pas plus que 55 points dans sa vie, Slavkovski, une fois en carrière, m'en va te rejoindre en Nouvelle-Zélande. C'est bon, ça? Fair enough. Ah. Next question. Simon Tessier. Ce serait bien que Snake nous parle des différences entre le repêchage au baseball et au hockey. Les bons joueurs sortent de toutes les rondes au baseball et aucune garantie en première ronde comparativement au hockey. Oui. Ben, C'est écoute, quasiment un segment, ça. oui, c'est quasiment un segment, mais je peux quand même donner une réponse assez concise et complète. Premièrement, au baseball, il y a un minimum, là, quand tu repêches un joueur à 18 ans à partir de l'école secondaire, il y a un minimum de 4-5 ans de développement dans les mineurs. Et dans le cas d'un joueur collégial qui est repêché à 21 ans, à moins là, d'exceptions comme Nick Kurt cette année avec les Athlétiques, en général, tu vas avoir encore un autre 2-3 ans de développement. Et au baseball, le calibre des écoles secondaires est tellement disparate un peu partout aux États-Unis que, tu sais, il n'y a pas comme une ou deux ou trois ligues comme il y a au hockey au Canada où tu peux dire les meilleurs jouent les uns contre les autres. Alors, tu as des lanceurs à 17 ans qui vont avoir un bras de canon, qui vont lancer des 98-99 000 à l'heure, qui vont faire 18 retraites sur 3 prises sur 27, mais à mesure qu'ils montent les échelons dans les mineurs, à 19, 20, 21 ans, oh, il commence à affronter mieux. Et le gars est l'ombre de lui-même. Donc, c'est extrêmement difficile de prédire ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des joueurs choisis en 14e ronde au baseball ou en 17e ronde qui vont devenir des grandes vedettes. Et il y a des choix de première ronde qui vont complètement flopper. Je pense que c'est dû au fait que, un, le développement est plus long. Et deux, c'est disparate les ligues. Puis,
peut-être aussi que c'est un sport, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais c'est un sport qui est quand même, qui demande des habiletés différentes. Oui. Oui, et il y a également le fait que les lanceurs peuvent facilement, à 18 ans, 19 ans, se péter un bras puis ils sont finis pour le reste de leur vie. Moi, je te dirais que le repêchage au baseball, c'est de la sorcellerie. Pas mal, je te dirais, à part quelques frappeurs collégiaux que tu sais qu'ils vont te donner, tu sais, ils vont être des réguliers dans la Ligue nationale. Les lanceurs, c'est de la sorcellerie, surtout les lanceurs de high school américains, même les frappeurs, comme ci, comme ça. Alors, puis encore pire, la signature à 16 ans de joueurs de la République dominicaine à qui on donne des 3, 4, 5, 6 millions. Ouais. Puis quelques années plus tard, les gars, dans les mineurs, ils ne franchissent pas le calibre A, puis ils frappent 212. Ça prend les grands joueurs de d'or. Voilà. Bon. Ben Simon, merci. Un autre épisode bien rempli. Pierre-Alexandre Girard. Merci, les gars. C'était très le fun. Là, disons que quelqu'un nous écoute en ce moment, là, YouTube, ou dans son auto, veut moins d'annonces YouTube, parce que les annonces, en passant, on le rappelle, c'est les annonces de YouTube, c'est pas nos annonces. Ouais. Fait que si vous regardez les courses de chevaux ou des chiens se faire sauver dans les refuges, vous allez avoir annonces. autant d'annonces. Ah, c'est frustrant. Les faits saillants de la NFL le dimanche soir. Ah, Fait, oui. fait que disons que quelqu'un est en train de nous écouter là, sur YouTube, Spotify, Apple et tout ça, puis là, on continue, nous, notre 45 minutes là, pour les abonnés. Comment ils font? Ils se rendent sur le chaos-sport.tv, Sur le site? sur le site de Chaos Sport TV. Vous allez retrouver l'extra qui sera disponible au même moment que l'épisode régulier. Donc, mais s'ils l'écoutent dans l'auto, ce qu'ils peuvent faire, c'est tous les téléphones intelligents de nos jours ont un furteur web. Ouais. Ils se rendent sur le furteur, puis ils écoutent Fait qu'on l'épisode à ce l'écoute moment-là. du site sur le web directement. Absolument. Là. Il faut qu'il aille, on va ailleurs, mais pour continuer avec nous. Right? Exact. Parfait. Good. La première question de l'épisode Bonnie. Oui. Ponton 100 nous demande, sans vouloir ramener les vieilles histoires, est-ce que certains joueurs gadgets ont leur utilité dans la LNH? Et si oui, quel genre priorisez-vous? Le type lané, le type ultra défensif fort sur les mises au jeu? Ben, comme je viens d'expliquer dans l'épisode initial, c'est sûr que il ne faut Simon, pas... Est-ce que tu veux répondre à ça dans l'épisode régulier ou normal? Ben, vas-y donc, là. Ouais, continue. Ok, puis on excuse. arrêtera après. Fallait... Non, mais. OK, coupe. recommence. Non, alors. c'est correct. C'est correct. On continue. On fait comme si de rien Ok. n'était, là. Puis. Alors, je fais quoi, là? Non, Je non, recommence? continue. Réponds. Puis on arrêtera après. OK. C'est bon? Ça, on donne une petite question de plus. C'est bon. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé justement du terme gadget. Je pense qu'il y avait peut-être que j'ai mal expliqué, Ouais. dans le sens qu'il y a une différence entre gadget et unidimensionnel. Patrick Laine, ce n'est pas un joueur gadget, c'est un joueur qui est unidimensionnel, Ouais. c'est-à-dire un gros lancer sur le jeu de puissance. Ceci étant dit, si on veut parler de l'utilité de joueurs qui ont peut-être une dimension unique qui ressort du paquet, mais que le reste de leur jeu est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je prioriserais, moi? J'aimerais mieux avoir un joueur ultra défensif fort sur les mises en jeu. OK. J'aimerais mieux avoir un joueur, si on peut dire, un spécialiste du jeu en infériorité numérique. Et également un joueur, il y a beaucoup de matchs qui sont serrés, que tu peux utiliser quand tu gagnes par un but et que l'autre équipe joue à 6 contre 5. Ah, il n'aurait pas dû dire cette dernière phrase-là. J'y aurais pitché Kapanen. Mise au jeu, infériorité numérique. Bon, là, c'est le temps. Faut faire le saut chez KO TV. On continue là, live on the spot.